première question. En quoi les psychanalystes sont-ils intéressés par les problématiques de société? Ils ne sont pas. Ils ne sont pas parce que déjà, il faut qu'ils puissent s'y trouver. Psychanalyste, déjà, quand vous exprimez le mot psychanalyste, vous êtes déjà dans la générosité. Générosité, d'ailleurs, très lacanienne. Pour que les psychanalystes puissent s'occuper, à bras les corps, les problèmes de société, il faut d'abord qu'ils puissent s'occuper d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils puissent devenir psychanalystes, parce qu'ils ne le sont pas. On revient au point de départ qui est, en tant qu'analyste, donc en tant que personne qui a fait une cure et qui a abandonné sa psychanalyse, donc fait sa psychanalyse et a abandonné sa psychanalyse, il est devenu analyste. Et donc en tant qu'analyste, toute la lecture qu'il avait faite de la société, c'est une lecture faussée. Par exemple, je suis un psychanalyste qui n'a jamais abandonné ma psychanalyse personnelle. Je suis encore aujourd'hui un psychanalyste. Je ne sais pas si Hélène est encore un psychanalyste, mais normalement, mon repère, c'était lui, ensuite Fabrice Lucchini, et ensuite moi, dans le sens des temps des psychanalystes. Moi, ça fait 39 ans, je crois que je suis un psychanalyste. Je vous dis ça juste pour un repère dans le temps. Ça n'a aucune valeur. 39 ans, 37 ans, ça n'a pas de valeur pour l'inconscient. Mais juste pour vous dire que je n'ai jamais abandonné mon désir. Et donc, moi, je me sens autorisé de faire une lecture de la société. Je suis à l'intérieur d'elle. Je paie mes impôts. Je travaille tous les jours. Et j'ai créé la CPP, qui est une réponse merveilleuse pour un problème de société. Pas régler les problèmes de société. Mais on peut donner un coup de main. Le psychanalyste peut donner un coup de main à la société. En signalant, par exemple, la manière que les parents traitent les enfants. Il ne faut pas oublier Rosine Lefort, Rosine et Robert, il ne faut pas oublier Françoise Dolto, n'est-ce pas, qui, Lacan disait, quand elle disait « je ne comprends pas ce que tu dis », parce qu'il s'y tutoyait, et Lacan disait « t'inquiète pas, tu ne comprends pas, mais tu fais exactement voilà, ce que j'indique dans mon enseignement ». Donc vous voyez bien qu'il a une articulation. Et c'est à portée de main. Pour que le psychanalyste puisse effectivement être un agent de transformation dans la société, il faut qu'il puisse mettre du sien, d'abord en s'en occupant de son propre désir. Voilà, c'est parti, ça commence. Alors, deuxième question. Les Gilets jaunes manifestent en ce moment dans les rues de la capitale et en France. Quelle est votre lecture de ce mouvement? Eh bien, il y a plusieurs lectures. La première, c'est le peuple. Le peuple travaille et ils n'arrivent pas à trouver les moyens de vivre et d'avoir cette joie de vivre. La France est si belle et on a envie de jouir de la France. Voilà. Donc, je travaille, je peux me permettre de partir en vacances, faire des projets d'avenir pour moi-même, mes vacances, sortir avec les copains, l'avenir des enfants. Qu'ils puissent aller à la fac, etc. Dans cet enseignement français qui est merveilleux et qui ont chié dessus, n'est-ce pas, en maltraitant les professeurs, les enseignants, les universitaires. Voilà. Bon. Ça, donc je reviens. Le peuple manifeste que ça ne va pas. Ça, c'est une chose. Une autre chose, c'est la foule. Le peuple n'a pas de leader, c'est un rassemblement spontané. Mais au moment de ce rassemblement spontané, il y a des repères qui vont se former. Donc, ce sont des leaders. Donc, cette foule va suivre ces leaders. On a connu ça dans l'histoire de la Révolution française, par exemple. Ce qui commence avec les Gilets jaunes, c'est que quand les leaders apparaissent, ils détruisent
Parce qu'ils ne veulent pas des leaders. S'ils ne veulent pas des leaders, donc pour les représenter symboliquement face au grand autre barré, n'est-ce pas, qui est l'Assemblée, qui est les instances de la République, ils ne veulent pas. Et donc à ce moment-là, c'est un peuple qui ne veut pas des représentants. Donc il ne passe pas au registre des foules. Parce qu'il n'accepte pas le leader. Et à ce moment-là, je passe au troisième mouvement, troisième lecture, qui est celle de la populace. Il y a un mot ancien, péjoratif, mais il faut tout à fait mettre en évidence. Il y a la populace internautique. Il y a le Facebook, c'est-à-dire des gens qui cognent, mais d'une manière silencieuse. On ne va pas dire. Et la chose même qu'on voit, n'est-ce pas, en France actuellement, ce sont des gens masqués. C'est ça l'incarnation de la populace. Et la populace, je ne parle pas des êtres humains, je parle des organisations intramoïques, qui est le grand autre non barré. Quand on insulte un policier, insulter un représentant de l'ordre, ça ne va pas à la tête. Non, ça ne va pas du tout à la tête. Et l'autre organisation intramoïque qui est la résistance du surmoi. Et là, c'est l'acte. C'est brûler, c'est détruire, c'est insulter la première dame, n'est-ce pas? Menacer de mort. C'est des choses qui viennent signaler plusieurs étapes dans le mouvement. Le peuple, le peuple est le bienvenu dans ces mouvements parce que ça fait partie de l'histoire française. Mais à un moment donné, il faut que ces peuples puissent élire un représentant pour aller les défendre auprès de grands hôtes barrés, qui est justement les instances républicaines. Or, on ne veut pas des leaders parce que la foule n'est plus peuple, elle est populace. Elle est prise dans une logique, n'est-ce pas, de destruction. De destruction, et uniquement ça. Troisième question, quelle articulation faites-vous entre les symptômes individuels et les symptômes sociaux? Très bien. Alors, je vais répéter la question. Quelle articulation faites-vous entre les symptômes individuels que vous observez dans la clinique au quotidien et les symptômes sociaux? Très bien. Cette articulation, je fais toujours dans le sens individuel. C'est-à-dire, j'attire ça vers le champ opératoire de la clinique. C'est que ce qui se passe en société, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec la destruction. Je ne suis pas d'accord avec la violence. Mais quand ça vient dans le champ opératoire, nous pouvons opérer en tant que clinicien. Mais je ne m'autorise jamais à faire une lecture de la problématique sociale. Je peux m'exprimer en tant que citoyen, mais pas en tant que clinicien. Je n'ai pas de pouvoir, ma parole n'a pas de valeur quand je peux m'exprimer sur quelque chose qui se passe dans la société. En revanche, je peux faire quelque chose, d'ailleurs j'ai fait, la CPP, c'est une réponse clinique à un problème social. D'ailleurs, problème social qui le RPH a réglé. Quand les gens qui sont dans la détresse, j'ai des gens qui viennent d'orientation religieuse, juive, catholique, musulmane, et qui viennent exprimer leur détresse, ils sont accueillis comme n'importe quelle personne. C'est incompatible de penser un psychanalyste qu'il puisse avoir une discrimination vis-à-vis des uns et des autres. Bien sûr que ces personnes sont accueillies. Et c'est grâce à l'accueil qui est fait par le psychanalyste que ces personnes peuvent céder de leur radicalité. Parce que la radicalité, c'est qu'il y a de la souffrance. C'est le moi qui est soumis aux impératifs de grands autres, non barrés, et de la résistance de surmoi. C'est l'aliénation. Le moi est aliéné, il agit, n'est-ce pas, télécommandé, téléguidé, n'est-ce pas, par ces organisations intramoïques. Donc, je ne me permets jamais de faire une lecture. Je ne suis pas sociologue, je ne suis pas anthropologue, mais j'ai un mot à dire clinique
Donc, quand je peux intervenir, le moment venu, pas défendre une opinion, mais si c'est nécessaire, un mot, un acte, du genre, calmez-vous, qu'est-ce que ça veut dire ça, cette menace, voilà, des choses que Lacan a fait, Freud a fait, Lacan a fait, et qui, bien sûr, dans cette lignée, n'est-ce pas, j'ai continué à faire, mais d'une manière comme des touches, hein, pas de manière brusque, pas de manière violente. Première chose. Et la deuxième chose, pour répondre concrètement, socialement, je paye mes impôts en tant que citoyen. Deuxièmement, n'est-ce pas, grâce à la CPP, on a un nombre très important, je ne me souviens pas bien évidemment, de consultations par an qui est énorme. Ça, c'est fait par des jeunes cliniciens qui, bien évidemment, si on compare avec des étudiants de psychiatrie et de psychologie qui sortent de la faculté, n'est-ce pas, il n'y a pas de comparaison, parce qu'au RPH, les jeunes cliniciens sont bien formés, ils gagnent correctement leur vie, ils vont contribuer socialement, par leurs paroles, par leur position éthique, par le fait même d'envisager une construction du pays, de la société, à partir de leurs désirs. Il n'y a pas de désir de destruction, parce que le désir de destruction des membres cliniciens de RPH est traité sur le vivant. Eh bien, nous essayons de faire ça d'une manière sociale, comme d'ailleurs c'était l'expérience qui a été mise en place à Créteil. Mais cette expérience a été créée, et c'est très, très, très saisissant, cette expérience de Créteil, puisque les autorités responsables donc, des centres sociaux de Créteil ont été d'accord de créer une CPP. Deux jeunes membres cliniciens de l'école sont allés assurer des consultations. Et à un moment donné, toute une organisation, n'est-ce pas, une organisation, on peut le dire, intramoïque, n'ont pas voulu de ça. Pour quelle raison? Parce qu'ils étaient jeunes, parce que ça... il y avait des arguments de destruction. Ils ont réussi, ils ont mis un terme à la relation entre la CPP et la mairie de Créteil. N'est-ce pas? Le résultat ne m'étonne pas du tout, n'est-ce pas? Même si ça a provoqué une colère, une frustration énorme chez les jeunes cliniciens, je lui avais dit, c'est normal, c'est humain. Donc, le plus délicieux de cette affaire, n'est-ce pas? Nous avons osé toucher au baron du fief de Créteil, n'est-ce pas? Nous sommes en plein Moyen-Âge, n'est-ce pas? Nous avons rentré à Créteil sans demander l'autorisation au chef de CMP de la psychiatrie ou la dame qui fait l'assistante au secrétaire le responsable de la santé, qui a voulu savoir quel était mon diplôme. Comme si mon diplôme était quelque chose d'important. Ce n'est pas un diplôme qui compte. Hein? Peu importe si je suis docteur en médecine, en psychiatrie, en psychologie, en médecine générale ou en boulangerie. C'est l'acte clinique qui compte. Donc, pour faire simple, pour faire vite, hein, nous n'avons pas de temps à perdre, hein, avec des gens qui ne veulent pas avancer et qui surtout ne veulent pas faire avancer la population, n'est-ce pas? Ils ne veulent pas avancer la population, qu'est-ce qu'ils réveillent? Ils réveillent la populace. Pardon. Donc, le délicieux dans cette affaire, c'est qu'il y a des gens de Créteil qui sont en train d'appeler les membres cliniciens de RPH pour venir en consultation chez eux, même à Paris. C'est-à-dire, on a amené le dispositif chez eux, hein, les maîtres du coin ont empêché le désir, eh bien, le désir rentre par la fenêtre. Donc, il dépasse les murs, n'est-ce pas? Les murailles de Créteil, ils viennent à Paris pour parler de leur détresse, de leur souffrance. Ça, c'est la psychanalyse. Ça, c'est le désir. Rien l'arrête. Rien l'arrête. Et si on laisse un désir en souffrance, là, ça devient très, très dangereux. Les intellectuels,
on fait l'erreur d'abandonner Facebook à la populace. Il faut reprendre Facebook à parler, à expliquer, à sensibiliser. Hein? C'est ramasser d'être en souffrance, n'est-ce pas, qui nourrissent Facebook avec des images d'horreur. Hein? Voilà. C'est ça Facebook. Hein? C'est ça la populace internautique, comme je les appelle, gentiment, bien entendu, sans insulte. Je ne suis pas un homme, je n'insulte personne. Mais je suis un lecteur de l'appareil psychique humain. J'étais formé pour ça. Quand l'être est en souffrance, il devient haineux. Il veut détruire. Il attaque les gens par derrière. Pendant que les gens sont en train de voir un spectacle, n'est-ce pas? Au Bataclan, je vous dis au Bataclan comme ça, hein? C'est le premier mot qui me vient à l'esprit. N'est-ce pas? Au du contraire, des gens qui sont en train d'amuser la galerie avec des dessins. Des gens qui nous font rire, quoi. On se moque de qui? N'est-ce pas? On se moque de nous-mêmes. C'est dans l'esprit français. De s'y moquer, on est des rigolos. N'est-ce pas? D'ailleurs, je préfère les Français quand ils sont drôles, quand ils sont comme ils sont. Pour leur vraie nature, ils sont très violents. Ils sont très violents. On n'est pas d'accord, on coupe des têtes dans ce pays. Et c'est de là qu'est née la civilisation française. Du sang, de la destruction, de la douleur. Donc, nous sommes arrivés, n'est-ce pas, à un niveau de civilisation extraordinaire, et on veut détruire ça. Il ne faut pas laisser. Et ça, c'est le travail de l'intellectuel. C'est le travail du psychanalyste. C'est un travail des personnes qui pensent qu'il ne faut pas, n'est-ce pas, manquer de respect à la France. À la France, dans le sens d'un pays, de culture, des civilisations, d'une langue, n'est-ce pas, extraordinaire. Hein? Il faut plusieurs vies pour faire le tour de la langue française. Personne ne va réussir. Donc, il faut déjà baisser dans ta prétention. Moi, premier. Hein? Tout est mystère dans cette langue. Et plus on s'approche d'elle, plus on est animé par cet esprit. Hein? Donc, quatrième question. La flambée des inégalités, la montée des nationalismes, la multiplication des scandales sanitaires et écologiques. Comment interprétez-vous ces différents symptômes de société qui s'observent de par le monde? Très bien. On va un par un. La flambée des inégalités. Mais l'inégalité, elle a toujours existé. Première chose. La question, c'est qu'aujourd'hui, nous vivons une période beaucoup plus riche que la précédente. Première chose. On peut toujours voir la misère. Si on a des yeux pour la misère, on voit que la misère. Vous pouvez avoir toujours en tête que quand j'ai créé la CPP, c'était pour répondre à ça. Et on a réussi, nous, vous, Julien Fougeras, vous êtes impliqués dans cette opération. Nous ne sommes pas en train de regarder les inégalités et en train d'y parler. Nous nous levons le matin et nous recevons des personnes qui sont dans une détresse financière et économique extrême. Juste pour l'exemple, une personne que j'ai rencontrée il y a des décennies de cela et qui aujourd'hui me paye une somme correcte. Quand il est venu la première fois, il n'avait pas où habiter. S'il avait des jardins, toujours propres. D'accord? La dignité était là. Le sou n'était pas, mais la dignité était là. Et cette personne aujourd'hui a repris ses études et mène sa vie. Il faut faire une distinction radicale, n'est-ce pas, de ce que les gens signalent des inégalités et le travail de RPH, votre travail, le mien, qui est justement de répondre clairement. Tu n'as pas d'argent, paye-moi quelque chose, 5 euros, 3 euros. Je me souviens
d'une analyste, n'est-ce pas? Une analyste qui avait fait des reproches à Madame de Amorim parce qu'elle était en train de recevoir un jeune homme. La mère était d'une structure tout à fait agitée, je ne vais pas rentrer dans les détails, et qui venait, et qui faisait un boucan pas possible dans la consultation, dans la salle d'attente. Voilà. Et cette personne me parle de son fils, sa difficulté avec son enfant. Je lui propose de rencontrer Edith de Amorim, qui reçoit le jeune homme, avait 15-16 ans à l'époque, et qui aujourd'hui a trouvé un grand autre barré, puisqu'elle s'est alignée du côté de l'armée et est devenue officier dans une fonction tout à fait de réparation. C'est ça la psychanalyse. Je ne parle jamais d'inégalité, je parle de solutions aux inégalités. Eh bien, la CPP, c'est une proposition tout à fait concrète. Et qui, bien entendu, n'est-ce pas, les barons des Créteil ont réussi à détruire en heure à la destruction. Nous ne sommes pas de ce côté-là. Nous sommes du côté de la construction. La deuxième chose, c'était la montée du nationalisme. Mais vous savez, les gens sont aliénés. Et quand il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas d'Erasme, n'est-ce pas, il n'y a pas les lectures d'Aristote, quand on abandonne le grec et le latin, quand on abandonne le français, n'est-ce pas, et qu'on parle de manière gutturale en faisant du rap, n'est-ce pas, mettons tout le monde est artiste, tout le monde est rappeur, et donc inévitablement d'un côté et de l'autre ça forme des tribus, pas des communautés, parce qu'ils n'osent pas aujourd'hui, ne parlent pas les mots, il faut policier un peu, on ne parle pas des tribus. C'est ces communautés, la communauté arabe, la communauté africaine, la communauté juive. C'est quoi ces histoires? Ce sont des tribus. On est dans une république laïque où l'idée politique, c'est qu'on puisse pas vivre les uns collés aux autres. Je ne veux pas être collé à qui que ce soit. Mais du respect. Je respecte mon voisin me respecte, etc. Donc, quand on n'en a pas, on n'a pas de papa et maman qui poussent vers la grandeur de l'esprit, quand on n'a pas de père et mère pour élever l'enfant, n'est-ce pas, à aller travailler, travailler à l'école, s'élever pour aller à l'école. Quand on n'a pas de papa et maman, n'est-ce pas, pour dire non, tu vas à l'école, je ne vais pas te donner un mot d'excuse. Quand on n'a pas, n'est-ce pas, des médecins qui disent comme ça, excusez-moi monsieur ou madame, vous n'êtes pas malade tout de même, ou vous pouvez faire un effort d'y aller travailler, n'est-ce pas? Ne me demandez pas uniquement de prescrire des arrêts maladie, vous n'êtes pas si malade que ça. Je préfère par exemple vous adresser à un membre du RPH pour que vous puissiez parler de votre détresse transformée en supposée maladie. Et à ce moment-là, quand on n'a pas ça, et que ça s'agglutine, c'est ramassé d'ignorance, n'est-ce pas, qui trouve la haine comme colonne vertébrale, à ce moment-là, on va s'y rassembler et on va faire populace. On revient. D'accord? Parce que le peuple, c'est le peuple français. Que tu habites dans le 16e ou que tu habites à Saint-Denis, c'est le peuple français. Un peuple français qui doute, qui souffre, qui est joyeux, et qui est soutenu par la même langue. On ne vient pas en France pour parler comment voulez-vous que les enfants puissent s'intégrer dans un pays, n'est-ce pas, si vous n'enseignez pas la langue du pays qui l'accueille, quand vous êtes un père obtus, quand vous êtes une mère ignorante, frustrée sexuellement et qui, vous n'avez pas que votre fils pour jouir. Imaginez ça d'une manière individuelle, un petit groupe familial, une tribu, et à ce moment-là, ça va défendre une cause. Ça peut être la cause la plus folle que vous pouvez imaginer.
la compétence, l'intelligence, parce que je suis blanc, n'est-ce pas? Ou du contraire, parce que je ne suis pas blanc, mais que je suis arabe, et donc il faut tuer les mécréants, etc., etc. Ça monte, poussé par l'ignorance et par la haine. Ce ne sont pas des êtres heureux. Parce que les uns et les autres, je reçois dans ma clinique. Et la multiplication des scandales sanitaires et écologiques. Oui. Vous savez, toutes les fois qu'on exclut le symbolique du rapport de l'être vivant, inévitablement, ça se désorganise dans la biologie. Si on ne respecte pas les cycles, n'est-ce pas, du sommeil, d'alimentation, si on ne vit pas en contact avec le réel, dans une sorte de danse, là maintenant, les écolos disent l'écologie, machin, je ne suis pas dans cette logique-là. C'est le réel du Lacan, le réel impossible. Je suis surfeur. Une vague, si tu ne sais pas quoi faire avec, elle va t'écraser. Donc il faut danser avec la vague, il faut la traverser, il faut la surfer. Un petit clin d'œil à mes amis Biarro, qu'ils préparent, laissent quelques vagues pour moi, j'arrive. Donc, revenons aux choses sérieuses. Donc, répétez la question, c'était la multiplication des scandales sanitaires et écologiques. Mais oui, l'éloignement, par exemple, de la médecine avec le symbolique. Ça fait des décennies que je m'y bats pour que les médecins puissent être sensibles à la clinique de partenariat. Énormément de gens qui sont pris dans des usages abusifs de psychotropes. D'accord? Et après, on ne comprend pas pour quelles raisons il y a autant de pathologies cardiaques ou cardiovasculaires qui se déclenchent à côté de la prise en charge, l'obésité aussi, dans la prise en charge des patients psychiatriques. Chez nous, à la CPP, les patients viennent, on met en place la technique de l'écarteur, les patients viennent davantage, ils parlent, ils articulent leur vie avec leur désir, avec leur rapport avec l'autre. Ça pèse. Et la preuve de ce que j'avance, c'est que leurs médecins traitants, psychiatres, médecins généralistes, au fur et à mesure des visites de ces personnes, quand ils entrent en psychothérapie, voire en psychanalyse chez nous, c'est qu'il y a une chute, une diminution du besoin de la prise en charge psychiatrique. Ça diminue le nombre de médicaments, la quantité de médicaments, n'est-ce pas? Et ces personnes commencent à être dans un rapport avec eux-mêmes, avec leur corps, à prendre soin de leur corps. Par exemple, parfois, ça c'était une vieille habitude parce que je suis fils d'une maman indienne, brésilienne, et le nez pour un Indien ça compte, pour qu'elle puisse s'y repérer, puis là. Et quand je reçois les patients la première fois, ils rentrent et je sens un peu leur corps, comme ça, un peu du loin, discrètement. Et parfois, il y a une mauvaise haleine, parfois il y a des habits qui ne sont pas propres. Et que gentiment, je signale, comme par exemple une bonne maman fait ça, un bon papa fait ça. Tu n'as pas lavé tes dents aujourd'hui, Jean-Pierre, Mohamed, Sarah. Maintenant, il faut penser aux communautés. C'est ironique, bien entendu. On peut tout à fait être Sarah et être française, ou être Jean-Pierre et être fils de Mohamed et de Fatima. Il faut qu'on sorte de là, quoi, de cette masse de médiocrité. Excuse-moi. Donc, pour revenir, il y a cette exclusion du signifiant. Et quand vous vous éloignez du signifiant, des mots qui sortent de votre bouche, de votre pensée, des pensées qui vont faire aller à droite ou à gauche, à ce moment-là, je prends individuellement. Donc l'être s'éloigne de son corps, l'être ne s'alimente pas convenablement, l'être n'a plus l'intention d'être dans le monde et travailler et s'y construire. Alors cette situation-là, individuelle, il faut la multiplier par 100, par 1000, et à ce moment-là, vous avez une lecture sociale. Voyez-vous? Mais bien entendu, ça c'est un bavardage.
n'est-ce pas? Pour que je puisse démontrer l'hypothèse, il faut que le fief de Créteil ne me tire pas des flèches sur mes pieds, n'est-ce pas? Que, par exemple, le gouvernement puisse entendre l'importance de créer des CPP, donc des consultations publiques de psychanalyse, dans les grandes villes, n'est-ce pas? En utilisant les bâtiments des mairies, n'est-ce pas? C'est ça, il y a des locaux. Il y a des jeunes médecins qui veulent devenir psychiatres ou même psychanalystes. Il y a cette armée de psychologues qui sont là, n'est-ce pas, comateuses, en train de voir le temps passer sans trouver la possibilité de réaliser leur désir de s'élever dans la vie. Des gens qui passent 5 ans à étudier et qui parfois étudient un peu la théorie psychanalytique. La théorie psychanalytique à la fac, c'est juste un petit quelque chose, quoi. Ça ne fait ni chaud ni froid. C'est du pipi de chat. C'est comme par exemple les professeurs de psychiatrie qui enseignent des techniques de psychothérapie en faculté de psychiatrie. Ça, c'est trompe-moi Joseph. Trompe-moi Joseph, c'est une manière de dire comme ça, voilà. Fous-toi de ma gueule, quoi. Et qui, bien sûr, de manière tout à fait civilisée, je ne vais pas dire fous-toi de ma gueule, je vais dire trompe-moi Joseph. C'est-à-dire, je te vois, je sais que tu es en train de me tromper, n'est-ce pas? Et ne pense pas que tu es le plus malin. Personne ne peut apprendre des techniques psychothérapeutiques dans une école de psychiatrie, dans une faculté de psychiatrie. Ça s'apprend sur le divan. Ça s'apprend dans le frottement avec Monsieur Dupont, Monsieur Tout le Monde. Dans mes supervisions, et je n'enseigne pas. Je demande aux étudiants à dire qu'est-ce que le patient a dit. Et c'est dans la bouche du patient qui va sortir pour moi l'indication pour montrer où le jeune clinicien s'est trompé, ou a passé à côté, ou était un peu endormi, etc. Donc, la parole, le discours du patient est fondamental pour que nous puissions comprendre ce qui se passe dans la société. Mais nous ne sommes pas entendus. Les psychanalystes ne sont pas entendus. Mais ils ne sont pas entendus parce qu'ils ne sont pas dans la position de psychanalyste. Je me suis éloigné trop de la question. Non, c'est articulé. Question suivante. Vous mettez en évidence la nécessité éthique que les psychanalystes puissent poursuivre leur propre psychanalyse tant qu'ils exercent leur fonction. Est-ce que cette mesure éthique ne concerne pas également celles et ceux qui exercent ce que Freud appelle les métiers impossibles, éduquer et gouverner? Très bien. Et on ne peut pas demander ça ni à l'éducateur, ni au gouverneur. C'est lui qui gouverne. Hein? Peut-être c'est préférable de dire à l'homme politique. Je me souviens que Jacques Chirac un jour avait dit qu'il n'avait pas fait une psychanalyse. Hein? Parce que la psychanalyse est toujours associée à cette chose de déficience ou de problèmes et un homme politique qui a besoin du vote, il faut qu'il montre supérieur, pas manquant. D'accord? Donc nous ne pouvons pas demander ça à un éducateur ni à un homme politique. En revanche, ce que nous pouvons proposer, c'est dire à l'homme politique et à l'éducateur qu'il puisse compter avec nous dans une relation possible pour construire des réponses pour la cité, dans ce qui concerne l'homme politique, et pour l'enseignement. J'ai commencé à étudier, j'avais 5 ans. Il y a un seul maître qui a marqué ma vie. D'accord? C'était un professeur de chimie. Et cet homme c'était le cours, c'était 2 heures, un vendredi, et on terminait à 19 heures. Pour des jeunes gens qui commençaient le matin, toute la semaine, et le vendredi à 17 heures, on était extrêmement fatigués. Eh bien, je peux vous assurer que personne ne parlait. 2 heures, une salle en silence, à écouter, à boire les mots de ses maîtres d'école. C'était un enseignant de lycée, mais c'était merveilleux. C'était extraordinaire, je ne peux pas vous dire autrement.
dans tout le parcours scolaire, puisque vous m'avez mis dans une position d'écolier que j'ai accepté. Je ne savais pas à quel moment j'allais faire, n'est-ce pas, faire cette remarque. Vous m'avez mis dans la position qui est la mienne. Je suis un écolier. J'ai toujours été un écolier. D'ailleurs, à un moment donné, quelqu'un avait dit comme ça, il a vu mes notes d'écolier, d'étudiant. Quel bon élève. Et moi, je pensais toujours que j'étais un mauvais élève. Je pensais toujours, l'image que j'avais, c'était que j'étais pas mauvais, non pas mauvais, mais moyen. Le moyen est vraiment très gênant. Être moyen, c'est vraiment, vous voyez, un moyen mari, un moyen père. Ou tu es un père naze, au moins tout le monde est au courant, à commencer par ton fils, ou tu es un père qui assure. Vous comprenez? Eh bien, la moyenne, ça, pour moi, c'était très difficile. Et la question, c'est que j'étais entouré des petits génies. Mes potes, c'était des gens, c'était brillantissimes, c'était tous. C'était la petite bande que je faisais partie, ils étaient brillantissimes. Et moi, donc à ce moment-là, quand je voyais, je ne fais pas l'affaire, hein, j'arrive pas à la cheville des copains. Hein, je ne me sentais pas humilié, mais il y avait cette chose au fond de moi. Et quand quelqu'un m'avait dit que j'étais un bon élève, j'étais très content, parce que j'ai toujours eu cette sensation d'être un bon écolier. Et donc, votre question, c'était, je me suis éloigné un peu. Est-ce qu'on pouvait demander aux politiciens et aux éducateurs de faire leur propre psychanalyse pour protéger? Non, on ne peut pas demander. Comme on ne peut pas non plus demander ça aux médecins. C'est pour résoudre cette énigme, ces problèmes, que j'ai pensé à la clinique de partenariat pour le médecin. Voyez-vous? Pour l'homme politique, nous pouvons faire comme par exemple avait fait Aristote. Être au service, est-ce que vous voulez une opinion? Vous voulez mon avis? Voyez-vous? Quelque chose de beaucoup plus humble. Pas à la Platon, hein, qui est vraiment le philosophe dans la position... Non, pas du tout. Ça, c'est pas la position de psychanalyste. La position de psychanalyste, c'est celle de dire, écoutez, à partir de ma lecture clinique, je peux vous donner cette indication-là. Voyez-vous? Mais je ne pense pas, il y a trop d'imaginaire dans le rapport de homme politique avec le peuple, et trop d'imaginaire dans le rapport de l'éducateur avec les élèves. Il y a trop de rapports de pouvoir. Un bon éducateur, c'est celui qui s'y fait respecter. Le manque de respect de l'éducateur et la tyrannie de l'éducateur sont la preuve de leur faiblesse. Je connais Madame Reliquet. Madame Reliquet, c'était la maîtresse de mon fils, Nathan Pierre. Donc il y a Clotilde Marie, Apolline Marie et Nathan Pierre. Je n'ai pas eu beaucoup de problèmes avec mes filles, mais avec Nathan Pierre, c'était un peu plus délicat. Parce que pour devenir un homme, un garçon, il faut qu'il puisse s'asseoir solidement. Et pour qu'il puisse avoir la solidité, il faut qu'il puisse avoir devant lui un père qui ne le lâche pas. Et bien entendu, moi je ne lâchais pas en tant que sujet. Hein, j'avais terminé ma psychanalyse et donc pour moi il n'y avait pas de théorie psychanalytique à la maison. Super, et je travaille, c'était un travail, ça m'a coûté la sueur d'inquiétude, de ne pas dormir la nuit, minuit n'arrive pas encore, etc. etc. Bon, truc du père. Et Madame Reliquet, j'étais très inquiet, à un moment donné, elle a vu mon inquiétude, elle dit, Monsieur Damoureux, ne vous inquiétez pas. Une fois qu'il trouvera sa voie, vous allez voir, ça sera merveilleux, ne vous inquiétez pas. Et la parole de cette dame a apaisé le père inquiet que j'étais. Aujourd'hui, elle est décédée, mais elle avait raison. Madame Reliquet. Madame Reliquet. Question suivante. La psychanalyse... On ne manque pas de respect à un éducateur. On ne manque pas de respect à son professeur. Et ça, je m'adresse, c'est ici, je m'adresse aux jeunes respectueux. N'est-ce pas? Vous manquez de respect à vos parents et vous transférez ça à vos
à vos professeurs. C'est vos professeurs, même s'ils peuvent, bien sûr, ils ne sont pas parfaits, ils peuvent être un peu difficiles, etc. On n'est pas là pour l'affect. On est là pour apprendre. Et ils sont payés pour t'enseigner. Tu n'es pas obligé de faire comme ton père, n'est-ce pas? Laver les rues comme ton père. Être bandit comme ton père. Tu peux t'inscrire autrement dans ta vie. Tu n'es pas obligé d'être héritier et qu'il ne faut rien de la journée comme ton papa. Il ne faut pas non plus tirer uniquement du côté d'une société qui n'a pas d'argent aussi. C'est la même misère. C'est la misère humaine. Et pour sauver ces enfants, il y a l'éducateur. Et quand ça ne va pas du tout, il y a les cliniciens d'ORPH. J'ai fait un peu de publicité. Quoi? On ne va pas non plus m'embêter maintenant parce que j'ai fait un peu. Ils sont bons. Ils sont bons. Parce qu'ils sont freudo-lacaniens. Alors, la psychanalyse permet de faire advenir un savoir précieux sur le fonctionnement des êtres humains. Ce savoir ne peut-il pas être pris en compte par les sciences juridiques, politiques et sociales? Oui, elles peuvent. La question, c'est que votre question, ça me pousse vers une société idéale, voyez-vous. On est à leur disposition de tous ces groupements professionnels que vous venez d'évoquer. Nous sommes à leur disposition. Par exemple, mais pas n'importe comment. Je me souviens, par exemple, des avocats qui appellent les membres cliniciens de l'école pour demander des papiers pour que ça puisse avoir une valeur pour défendre leurs clients. Voyez, il n'y a plus de clinique là. Il y a une sorte de négociation au nom de la loi pour tirer la couverture vers soi. Ce n'est pas ça qui est intéressant. Je pense toujours de comment élever notre cité, comment élever la société. Donc à partir de votre question, c'est de faire en sorte que ces juristes, n'est-ce pas, puissent par exemple organiser des colloques et discuter avec les psychanalystes. J'ai fait énormément de colloques en appelant les chirurgiens, les médecins, les juristes, n'est-ce pas, les hommes politiques, à venir discuter avec les psychanalystes. Aucun a donné une réponse favorable à mes demandes ultérieures. J'ai toujours demandé quelque chose. Par exemple, à un homme politique, est-ce qu'on peut mettre en place ceci ou cela, ou une CPP, un juriste? N'hésitez pas à, si vous avez un problème, comptez avec moi. Aucun. Et oui, depuis 1991, depuis septembre 1991, je me frotte à des hommes politiques. Quand je dis hommes, c'est hommes et femmes, c'est. Parce que là maintenant, avec ces histoires de nouvelles langues, voilà, c'est ça détruit la langue française. L'accabler, mettre de l'eau. On ne met pas de l'eau dans un Bordeaux, bordel. Un Bordeaux, on va déguster, n'est-ce pas, et on va le sentir. C'est pas pour que les autres fassent ces gestes-là, je pense à Philippe Solaire. Bien, normalement c'est Philippe Solaire. C'est comme MC Solar. J'adore l'appeler tous les deux. Philippe Solaire et MC Solaire. Parce qu'ils apportent quelque chose à la langue. MC avec son swing, n'est-ce pas? Et Philippe avec sa plume, n'est-ce pas? Qui nous tire vers le haut. Nous avons besoin de gens qui nous tirent vers le haut. À commencer par nous-mêmes. Alors, dernière question. S'il existe une certaine universalité chez les êtres humains dans le rapport au langage, peut-on considérer qu'il existe une société humaine et non de multiples sociétés? Non, la société humaine n'existe pas. Voilà, comme ça, il n'y a aucune, rien. Il y a un rassemblement. Il faut que nous puissions penser à un être humain à partir du moment qu'il devient sujet. Or, c'est la matérialisation, à partir de Freud et Lacan, bien entendu, le sujet, c'est après la psychanalyse. Je vous dis matérialisation parce que Lacan
quand vous commencez les premiers écrits de la communauté psychiatre, elle parlait de malades, ensuite des patients, ensuite du sujet. Et depuis, tout le monde parle du sujet. Le sujet autiste, le sujet psychotique, non, je ne crois pas un seul instant. Sujet, c'est quelqu'un qui éthiquement est responsable de son désir. Il vit avec son manque. Il vit. D'accord? Donc, la société humaine, je ne crois qu'à moitié. C'est une manière de dire que je ne crois pas du tout. D'accord? Non, il y a des rassemblements et il y a des bricolages. D'accord? Et c'est comme ça. Quand vous voyez 14 milliards d'années de cette planète qui est tout de même notre habitat. Si on réorganise ça dans une échelle d'années, on passe de 14 milliards, à vrai dire c'est 13,7, on a rendu 14 milliards, et si on descend dans une échelle d'années à 14 ans, le temps d'existence de l'espèce humaine dans cette planète, c'est-à-dire 3 minutes. C'est-à-dire, pour ce qui est 3 minutes, je viens de penser à un autre truc, c'est qu'il y a cette astrophysicienne française merveilleuse, c'est une très belle femme, pas Alice Courtois, non, attendez un instant, ne m'aidez pas. Hélène Courtois. Hélène Courtois dit que la Terre, c'est une sorte de banlieue, c'est un HLM au fin fond de notre galaxie, si j'ai bien compris. Voyez-vous? Nous habitons tous à Saint-Denis, quoi. Voyez-vous, du point de vue galactique. Donc, on est complètement dépossédé. Il n'y a pas de place pour l'ego dans ces siècles. L'ego, c'est ringard. On n'a pas, du point de vue du temps, n'est-ce pas, 14 ans d'existence de la planète, 3 minutes pour l'existence de l'être humain. Hein? 14 ans, 3 minutes. Et en plus, il y a cette référence de Madame Courtois, du professeur Courtois, qui est justement dans la galaxie, on est côté banlieue. On est bien au fond de... voyez-vous? Donc, on n'a pas de raison. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça, n'est-ce pas, que l'ego de l'être humain est tellement gonflé. Et là, j'ai fait appel à mon maître Jean de La Fontaine, n'est-ce pas? Tous ces petits marquis qui veulent, n'est-ce pas, avoir des pages, n'est-ce pas? Tous ces princes qui veulent avoir des ambassadeurs, n'est-ce pas? Qui est des misérables grenouilles qui se prennent pour des bœufs. Merci, M. Bernard. Merci à vous.